docteur Émile Derlin Zinsou la mission de poursuivre et de faire aboutir la réconciliation nationale et de former un gouvernement de large union nationale. Je ne me croyais pas indigne d'être président de la République après tous ceux qui l'ont été à un moment. Non, mon objectif n'était pas d'être président de la République, mais je ne pensais pas indigne. Le président de la République, c'est le peuple qui le choisit. Non, j'ai pensé que ce n'était pas un bon cadeau. Je savais que ce serait très difficile. Ça, je le savais. Mais je me suis dit que si on essaie de servir son pays uniquement lorsque c'est facile, il n'y a pas grand mérite. Servir mon pays en temps difficile, ça me plaît assez. Et ce service, Émile Derlin Zinsou s'y est consacré pendant 1 an et 5 mois. Il s'attendait à faire plus, mais les putschistes ne lui ont pas laissé le temps. Pourtant, l'homme du 23 mars 1918 n'avait jamais rien demandé. Il était à l'extérieur quand ses militaires lui ont demandé d'occuper la plus haute fonction de l'État, en lieu et place du docteur Adjumoumouni, élu à l'issue de la présidentielle du 5 mai 1968. D'un père instituteur, directeur d'école, Émile Derlin Zinsou a d'abord fait ses études de primaire dans l'école que dirigeait son père, puis à Cotonou avant de réussir au concours d'entrée à l'école primaire supérieure Victor Ballot de Porto Novo. Le jeune Émile était un élève brillant, raconte ici le professeur Pierre Mentenhoué, historien. Il a fait partie, avec les gens de sa génération, de ceux qui ont fréquenté l'école primaire supérieure Victor Ballot. En principe, lorsqu'on finissait à l'école primaire supérieure Victor Ballot, on passait un autre concours pour aller à Dakar. Ce qu'il a fait, il s'est donc rendu à Dakar, plus précisément à Gorée, où il a fait des études de médecine. Cela s'appelait médecine africaine. Il a donc été promu docteur en médecine, mais avec la précision que j'ai donnée, c'est-à-dire la médecine africaine. Et puis, comme il a grandi dans un milieu où tous les jours il entendait parler de la politique, c'est-à-dire de la chose publique, par son père, par les amis de son père, l'envie lui a été très vite donnée et donc il était intimement intéressé par la gestion des affaires publiques. Il continue donc ses études, mais en s'intéressant à tout ce qui se passait dans ce Dahomey, qui était une colonie de la République française. Les études terminées, il rentre au Dahomey, puis il commence sa carrière de médecin. Il a créé un cabinet, enfin une clinique ou quelque chose de genre, et il s'est mis au travail. Et si vous vous en souvenez, à cette époque, les choses ont commencé à bouger. L'après-guerre, la France se décide à laisser progressivement la gestion des affaires aux Africains eux-mêmes. Et au Dahomey, on crée l'UPD, l'Union progressiste dahoméenne. Parce que, à partir de 1945, après la guerre, la possibilité a été donnée aux Dahoméens d'envoyer un député représenter la colonie à l'Assemblée nationale française. Il se trouve que celui qui a été désigné, celui qui devait être le candidat et qui a été le candidat, c'était Sorominga Akwiti. Sorominga Akwiti a été élu en même temps que le père Francis Opien, pour représenter la colonie du Dahomey et du Togo. Et Émile Derlin Zinsou était déjà dans les parages, si je peux ainsi dire, puisqu'il a servi de secrétaire à Sorominga Akwiti. L'UPD, malheureusement, n'a pas survécu aux querelles internes et les partis ont commencé à se multiplier à partir de ce moment-là. Aromadéboué crée l'UDD, Akwiti crée le PRD et plus tard, Manga va créer le MDD, le Mouvement démocratique dahoméen qui rassemblait les personnalités et les militants du Nord. En ce qui concerne Émile Derlin Zinsou, il continue son aventure
comme médecin, comme militant politique, comme patriote dahoméen intéressé par l'avenir du Dahomey. Émile Darlin Zissou commence à exercer ses fonctions politiques en 1958. Cette année-là, il est nommé par le conseil de gouvernement dirigé par Souroumigan Apiti au titre de ministre de l'économie générale. Cela ne durera pas longtemps puisqu'il a dû démissionner après la décision unilatérale de Souroumigan Apiti au sujet de la non-adhésion du Dahomey à la création de la Fédération des anciennes colonies d'Afrique pour aller à l'indépendance. Zissou se lancera alors dans une aventure mêlant la carrière professionnelle et son combat pour l'indépendance du Dahomey. Après l'indépendance, il sera nommé président de la Cour suprême par Hubert Maga, un portefeuille qu'il n'occupera pas non plus pendant longtemps puisque le président Maga aura besoin de ses relations avec la France. Eh bien, le premier poste que le nouveau président de la République, Hubert Maga, lui confie est la présidence de la Cour suprême. Quand il évoque cela, il précise qu'il voulait faire de la Cour suprême une grande institution respectée à l'intérieur et à l'extérieur du Dahomey de l'époque. Il est donc président de la Cour suprême, mais il ne reste pas longtemps. Il ne reste pas longtemps parce que Maga cherche un ambassadeur du Dahomey à Paris. Et il a estimé que Émile Darlin Zissou avait de bonnes relations à Paris parce que pendant la période coloniale, il avait été député ou conseiller de l'Assemblée qui s'appelait l'Union française. Et il avait tissé de bonnes relations dans la capitale française. Maga a donc décidé de l'envoyer comme ambassadeur du Dahomey à Paris. Puis, ça dure quelques années, puis Maga remanie son gouvernement en septembre 1962 et décide de lui confier le ministère des Affaires étrangères. Il devient donc ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Hubert Maga. Malheureusement pour tout le monde, pour lui, pour le Dahomey, pour nous, le gouvernement de Maga de 1962 n'est pas resté longtemps en place puisque le 28 octobre 1963, les militaires, notamment le colonel Soglo, sous la pression des syndicats et de la population, chasse Maga du pouvoir et devient président de la République et constitue un gouvernement provisoire. Pendant ce temps, Zissou continue de croire en l'avenir du Dahomey, mais n'est plus au poste, puisque les militaires ont régenté le pays, ont proposé aux anciens présidents qui étaient Maga, Akwiti, Aoumanegbe, de s'associer à lui pour, premièrement, préparer l'avenir. Préparer l'avenir, ça veut dire préparer une nouvelle constitution et préparer des élections générales le plus rapidement possible. Ces élections ont lieu en 1964 et Akwiti est élu président de la République, Aoumanegbe vice-président de la République, Zissou s'écarte et crée un cabinet de santé en Côte d'Ivoire où il s'est installé un peu comme s'il était en exil. Les choses vont changer lorsque ce gouvernement de Akwiti et d'Aoumanegbe est renversé par les militaires en 1965 et qu'il faut recommencer l'expérience à zéro. Eh bien, les jeunes cadres ont entre-temps pris le pouvoir parce que, après la chute du gouvernement Akwiti par le général Soglo, qui s'est installé, eh bien, les jeunes cadres ont décidé en 1967 de renverser leur supérieur, le colonel
devenu général, Soglo. Eh bien, les jeunes cadres prennent le pouvoir, organisent des élections et on a élu Adjou Moumouni comme président de la République en 1968. Mais le pourcentage des électeurs était si faible que les militaires qui voulaient un président qui rassemble l'ensemble des Dahoméens, eh bien, les militaires ont décidé qu'ils n'allaient pas proclamer Zinsou et qu'ils n'allaient pas proclamer Adjou président de la République et qu'ils allaient chercher une nouvelle solution. C'est dans la recherche de la solution qu'ils ont retenu Émile Derlin Zinsou comme président de la République. Proposition que le médecin accepta, mais sans pour autant dépendre de la volonté de ses militaires. Et pour légitimer son arrivée au pouvoir, l'homme tente 13 jours après son discours d'investiture, donc le 28 juillet 1968, un référendum, une consultation populaire qu'il avait déjà annoncée à son investiture en ces termes, parce que je crois d'une conviction profonde que c'est aussi la volonté passionnée du Dahomey tout entier, parce que démocrate convaincu, je fais confiance au peuple de mon pays et que, quoi qu'il arrive, je m'inclinerai devant son verdict. Aujourd'hui même, mon premier acte, ma première décision sera de lui demander de se prononcer sur le choix que vous avez fait et sur la mission que vous m'aviez confiée. Référendum qui marchera donc, mais c'est l'armée qui se sentira plus tard lésée, nous relate ici Camille Sizogan, fils du colonel Kofi Benoît Sizogan, l'un des militaires qui y a siégé au sein du directoire militaire qui a dirigé le Dahomey avant la mise en place du conseil présidentiel. En raison de sa mémoire défaillante, c'est le fils de Kofi Benoît Sizogan qui a dû parler au nom de son père, mais en sa présence puisque ce dernier est toujours vivant. Pour que le Adjou Moumouni ait une légitimité au plan national, il lui faut les voix du Nord. Alors, comme le Nord n'avait pas voté en ce temps, alors ils ont, dans le paysage politique, et les trois autres politiciens reconnus, Maga, Akwiti et Aromandé, ils étaient en exil. Donc, il faut quelqu'un pour prendre le pays parce que Alphonse Allé, qui était président en ce temps, et le colonel Sizogan, ministre des Affaires étrangères, ils devraient faire un certain nombre de mois au pouvoir, donc ils sont arrivés à échéance. Donc il faut remettre le pouvoir à un civil. Donc c'est là que Alphonse Allé et le colonel Kofi Benoît Sizogan, ils sont allés au domicile de Zinsou à Abidjan. Zinsou n'était même pas au pays. Alors pour décider qu'il revienne au pays et prendre le pouvoir politique en main. Mais une fois arrivé au Dahomey, Zinsou, enfin renard politique qu'il est, il a voulu un plébiscite du peuple pour qu'on ne dise pas que c'est l'armée qui l'a déposé là. Il a voulu la légitimité du peuple. Et légitimité obtenue, il est devenu président de la République. Donc c'est l'armée qui a fait venir Zinsou au pays par l'entremise du lieutenant-colonel Alphonse Allé et du lieutenant-colonel Kofi Benoît Sizogan. Quand Zinsou est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un point de l'histoire qu'on ne lit pas souvent dans les livres. Zinsou est arrivé au pouvoir, il a commencé à donner un coup de pied à l'armée. C'est-à-dire il n'a pas respecté les principes sacro-saints de l'armée dahoméenne. La hiérarchie, le respect du supérieur. Qu'est-ce que Zinsou a fait? Il a commencé à d'abord faire la promotion des cadres de Ouida. Il nomme comme directeur de cabinet Eugène Bokor, qui est un cadre de Ouida Bontin. Et à son cabinet militaire à la présidence, il fait appel au lieutenant-colonel Paul-Émile de Souza. Il est resté directeur de cabinet militaire. Dans le même temps, du côté militaire, il nomme Maurice Kouandété comme chef d'état-major général. Or, Maurice Kouandété était dans le rang était le lieutenant-colonel le moins ancien. Donc, il ne devrait pas occuper ce poste-là. Voilà, ce qui a lésé un peu les supérieurs, les cadres de l'armée. Et comme conséquence, le colonel Kofi Sizogan
a été nommé directeur de la gendarmerie nationale, sous Zinsou. Alors, voilà qu'il est plus ancien dans le grade de lieutenant-colonel que Maurice Kouandité. Donc, il ne pouvait pas recevoir des ordres de Maurice Kouandité. Alors, la gendarmerie nationale est subordonnée à l'état-major. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché la gendarmerie nationale de l'état-major qu'il a installé à Porto-Novo. Donc, c'est lui qui a déplacé le siège de la gendarmerie nationale à Porto-Novo. Et là-bas, il est devenu chef d'état-major à la gendarmerie nationale. Des réformes qui feront partie l'homme seulement 17 mois après son installation. Mais pendant les 17 mois de sa gestion, Émile Darlin Zissou aura rehaussé l'économie nationale, le secteur de l'éducation et aussi l'agriculture, grâce à l'équipe de technocrates qu'il a mise en place. Au sein de cette équipe, Adrien Araranzo-Glélé a occupé le portefeuille ministériel de l'agriculture. Je suis resté avec lui pendant les 5 ans que l'armée a promis que le pouvoir durerait au moins 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que il y a quand même eu des tentatives de vie démocratique, vie constitutionnelle depuis 60. Ça a échoué, ça. Mais il y a des tentatives de vie constitutionnelle et c'est toujours 5 ans qui est la moyenne prévue pour un mandat. C'est pour ça que les militaires ont prévu 5 ans, au moins. Mais voilà. On n'a pas pu faire les 5 ans, on a fait 1 an et demi. Voilà. Donc tout ce que nous avons pu faire, c'est prévu pour 5 ans, mais on l'a fait pendant 1 an et demi. Moi, j'étais chargé donc de concevoir, rédiger et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de développement. Le Dahomey est un pays agricole. Le Dahomey est un pays agricole. J'ai toujours pensé, dans mes réflexions, dans mes combats au niveau étudiant, dans mes recherches, dans les formations secondaires que je me suis procuré en France, où je suis resté 6 ans avant de revenir, après mon dernier voyage vers Paris, là. Partout où je passais, mon souci était vraiment quand je reviendrai, de travailler pour le développement agricole. Tout y invitait. La situation économique du pays, la proximité du Nigeria, un grand pays de 200 millions d'habitants, alors que le Dahomey est entre 10 et 15 millions. Le marché est là. Et ensuite une réflexion profonde sur les questions d'avenir. La fonction publique était, mais on ne pouvait pas se contenter d'admettre qu'elle soit définitivement la seule alternative qui est offerte aux cadres qui sortent de l'université. Donc il fallait trouver des alternatives à la fonction publique. Donc dans ces situations-là, la richesse première du Dahomey, l'agriculture, devait être un terrain de prédilection. Il fallait donc réfléchir à cette agriculture et en faire une agriculture moderne, attractive, résolvant les problèmes de la population, etc. Mais en même temps, offrant à la jeunesse qui va sortir de l'université une perspective en alternative à la fonction publique. C'est dans ce cadre-là que, très tôt, avec mes collaborateurs, nous avons entamé une tournée de tout le pays qui a duré 34 jours d'affilée. Nous avons, avec tous les directeurs de services, nous sommes partis en tournée, nous sommes passés nous avons visité chaque sous-préfecture, voir les points qui se posent, voir la situation administrative, la situation de personnel. Et au fur et à mesure, nous regroupons les éléments pour mettre en place une structure de travail. Et au final, c'est les CARDER qui ont été créés. Les CARDER qui ont été créés et qui répondaient parfaitement
à nos besoins et à nos ambitions pour l'avenir. C'est nos besoins et nos ambitions pour l'avenir. Les CARDER, c'est-à-dire les centres d'action régional pour le développement rural. Nous parlons de développement rural, nous ne parlons plus seulement de l'agriculture. Et nous avons fait du très bon travail parce que le CARDER était vraiment un outil révolutionnaire. C'est un mot que les gens emploient, c'est galvaudé, mais ici, vraiment, c'est une structure révolutionnaire. C'est justement cette ambition de l'homme qui lui a valu l'initiative de l'impôt de capitation, le Zinsou Takwe, puisque feu Émile Derlin Zinsou ne souhaitait pas que le pays dépende de la France. Voulant alors rendre l'économie dahoméenne autonome, il a appelé tous les citoyens à contribuer aux dépenses nationales. Une période assez difficile. On retient de cette période que Émile Derlin Zinsou, qui ne voulait pas être un président qui dépend de Paris et qui tend la main aux puissances étrangères pour faire face à cette tâche régalienne, eh bien, on retient de cette période qu'il a dit que tout le monde devrait contribuer au renouveau du Dahomey. Et donc, vous avez certainement entendu parler de Zinsou Takwe, c'est-à-dire de l'impôt de capitation que tout le monde devait payer. Il a estimé que les habitants des villes, notamment de Cotonou, échappaient toujours à ces impôts, et bien que sous lui, tout le monde paierait. Et donc, c'est devenu très célèbre. Et il a assumé cette responsabilité. Il a dit que Zinsou Takwe, ce n'était pas pour ses poches, c'était pour le pays. Et ben, c'est une chose qui a été retenue et sur laquelle ses adversaires sont revenus pendant longtemps pour dire que c'était un pouvoir dictatorial et qu'il n'écoutait pas les autres. Et il répond, comme je vous l'ai dit, que ce n'était pas pour ses poches, c'était pour le bien du... Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de son passage à la tête de l'État? Il tenait beaucoup à la dignité de chacun d'entre nous et à l'exercice de la liberté. Liberté, dignité, ce sont des choses qui lui tenaient absolument à cœur. Évidemment, les autorités françaises n'étaient pas particulièrement heureuses d'avoir un président comme Zinsou parce qu'il n'était soumis à personne. Et il était déterminé à privilégier d'abord les intérêts du Dahomey avant les intérêts des étrangers. C'est comme ça qu'il a créé la SODAMAP, Société dahoméenne de manutention portuaire, devenue la SOMEMAP, et qu'il a créé ce qui est maintenant la SBE et la SONEB pour rendre ces outils-là dans les mains des autorités dahoméennes de l'époque, qu'il a créé les CARDER qui ont changé de nom aussi, et qu'il s'attaquait véritablement au problème de l'université. Il voulait créer une université avec l'accord de l'UNESCO et d'un certain nombre de personnalités du monde scientifique, lorsque, le 10 décembre 1969, il a été renversé par les mêmes militaires qu'il avait mis au pouvoir et qui lui avaient donné une garantie de 5 ans au moins. Eh bien, le 10 décembre 1969, il a été renversé et c'est une période qui a été difficile pour lui. On peut dire que c'était un grand patriote, un grand patriote. Bien sûr, il y avait au sein du Dahomey, dans les populations dahoméennes, surtout parmi les intellectuels, un certain nombre de gens qui ne pouvaient pas le voir en peinture, qui sont restés ses adversaires jusqu'à la fin. Mais je considère que c'était un grand homme, c'était un grand Béninois qui a cru au destin du Bénin, qui a fait ce qu'il a pu. Évidemment, tout seul, on ne peut pas changer le sort d'un pays, mais à mon avis, il fait partie de ceux que nous pouvons appeler les bâtisseurs du Dahomey. Dictateur et homme de rigueur,
Ces adjectifs sont restés collés à l'homme jusqu'à la fin de son mandat, et même des années après.